Alors, on va maintenant se concentrer un peu sur qu'est-ce qu'une tâche complexe et quels sont ses grands principes. Cette tâche complexe, déjà, elle s'applique absolument dans toutes les disciplines. C'est vraiment quelque chose où il faut penser un petit peu le lâcher-prise, c'est-à-dire il faut donner davantage d'autonomie aux élèves et sortir du texte à trous, du question 1, question 2, question 3. Donc, la compétence est de l'ordre du savoir mobilisé. Si on devait réfléchir ensemble, essayer de définir ce que c'est qu'une compétence, il y a de grandes chances qu'on ait tous des définitions différentes. Dans les textes, il y a deux manières de définir la tâche complexe. On a toujours une combinaison, alors soit on dit de connaissances, capacités et d'attitudes, ou alors de savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc on a vraiment ces deux types d'appellations. Et donc la compétence, c'est pas la ressource elle-même, c'est pas que la connaissance, c'est pas que la capacité, mais c'est le fait même de mobiliser cette compétence. L'idée, c'est que voilà, vous avez tous appris le théorème de Pythagore. Je ne sais pas si dans la vie de tous les jours vous en êtes déjà utilisé, si vous l'avez déjà utilisé, pardon, mais le jour où vous en aurez besoin, c'est là où on devient compétent. C'est quand on est capable de mobiliser l'ensemble de ses ressources, qu'elles soient internes ou externes, le jour où ça se présente dans le quotidien sur une situation, problème nouvelle. Donc, on n'est plus dans une école où seuls les savoirs sont les éléments visés. Donc là, je vous laisse lire pour les trois fils de Dagobert, mais il y a encore une quarantaine d'années, dans les écoles, on apprenait par cœur les numéros des départements français. Je pense que vous avez tous des expériences comme ça en voiture, éventuellement avec vos parents ou grands-parents, où le grand jeu, c'est de savoir que tel numéro, c'est tel département. Est-ce que c'est vraiment un savoir profondément utile dans la vie de tous les jours? Donc, la tâche complexe, ce n'est pas non plus la reproduction de mécanismes connus et répétés. On doit être devant une situation relativement inédite. Donc l'idée, c'est vraiment ça, et je vous reprends les textes qu'on a vus tout à l'heure. L'idée, c'est qu'il y a un acte intellectuel. Il se passe quelque chose dans le cerveau de nos enfants. Je trouve que cette diapo est relativement utile pour faire comprendre ça. Le jour où vous avez des élèves pénibles, vous leur mettez ça au TNI et vous leur demandez de compter les boules bleues, vous êtes tranquille une demi-heure. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une réelle activité intellectuelle des élèves. Donc pour construire des tâches complexes, on va déjà commencer par la définir. Donc c'est une tâche qui va mobiliser des ressources internes. Donc on va retrouver la culture, les capacités, les connaissances, et externes, éventuellement des aides méthodos, des protocoles techniques. L'idée, c'est vraiment complexe dans ce contexte-là, ne veut pas dire compliqué. C'est vraiment complexe de par l'interaction entre les éléments. C'est pas complexe dans le sens synonyme de compliqué. Donc, une tâche complexe ne se réduit pas à l'application de procédures automatiques. L'idée, c'est de mettre en œuvre plusieurs procédures simples, automatisées et connues. Un des exemples pour vous faire comprendre ça, c'est comme quand on apprend un instrument de musique, que ce soit le piano ou la guitare. Quand on est en tâche simple, on apprend les accords et on apprend ses gammes. L'idée, c'est de pouvoir jouer et de pouvoir créer ses propres symphonies. Et là, on va être beaucoup plus dans la tâche complexe. Donc les intérêts, c'est que ça permet vraiment d'être dans des situations intellectuelles qui sont plus proches de la vraie vie. L'idée aussi, c'est d'optimiser la prise d'initiative des élèves et de pouvoir relever un défi motivant. Alors, les aides ciblées. Dans l'idée, quand vous allez commencer une tâche complexe, vous allez donner une consigne et pas une série de questions pour que les élèves soient le plus autonomes possible. Pour les élèves qui vont pouvoir mener la tâche de manière autonome, pour eux, c'est quand même nettement plus intéressant que s'ils avaient été guidés intellectuellement par toute une série de questions. Maintenant, pour ces élèves un peu plus fragiles et qui ne sont pas suffisamment autonomes, on va prévoir des aides ciblées. On parle d'aides coup de pouce. Ces aides, l'objectif de ces aides, donc elles peuvent être de trois types. Ça peut être des aides de démarche de résolution, de procédure de réalisation ou l'apport de connaissances nécessaires. L'idée, c'est de venir étayer l'élève qui en a besoin uniquement au moment où il en a besoin. Il faut qu'à la fin de l'heure, en fait, tout le monde ait fait de manière autonome pour ceux qui peuvent, de manière étayée pour les autres, mais à la fin de l'heure, tout le monde a fait. L'idée, c'est quoi? C'est de différencier en amont pour ne pas avoir à remédier en aval. On sait que si on essaye de remédier après l'évaluation, l'organisation du second degré rend la remédiation très difficile. Donc, différencier en amont pour ne pas avoir à remédier en aval. Donc, on va également évaluer ces tâches complexes
Alors, on va indiquer clairement et expliciter alors on va utiliser le mot item, j'aurais pu utiliser les compétences qui vont être travaillées et évaluées à travers la tâche. Ensuite, on va leur associer des critères de réussite et également des indicateurs de réussite. Alors, on va y revenir un peu plus tard dans l'information. L'idée d'un critère, c'est qu'il est invariant pour une compétence donnée. Je vous donne un exemple. Chaque fois qu'on va mobiliser cette compétence qu'on fait dans toutes les disciplines, c'est-à-dire trouver une information dans un texte, on va tous se mettre d'accord au sein d'une équipe pédagogique pour associer les mêmes critères à la même compétence. C'est comme ça qu'on arrive à travailler ensemble avec les élèves. Donc, sur l'exemple que je vous ai donné, qu'est-ce qu'on va donner comme critère à l'élève? Trouver une information dans un texte, c'est quoi? C'est trouver toute la bonne information. Souvent, les élèves, ils trouvent un élément, ils s'arrêtent. C'est trouver que la bonne information. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de lui qu'il recopie la totalité du texte ou qu'il prélève des informations qui ne correspondent pas à la consigne, et on attend qu'il puisse faire part de ce travail sans déformer les informations. Donc on va avoir la complétude, on va avoir l'intégralité et la pertinence. Voilà ce qu'on attend de lui. Les indicateurs de réussite, c'est pas la même chose, c'est en fait les critères qui vont être contextualisés dans la tâche du jour. Pour reprendre le même exemple, dans l'activité qu'on a fait aujourd'hui, les informations qu'il fallait trouver, c'est que c'est Darwin qui est à l'origine de la théorie de l'évolution, par exemple. C'est-à-dire que ces éléments-là, ce sont des éléments de correction. Donc on ne va pas les donner en amont de la tâche. L'idée, c'est qu'avec ces éléments-là, l'élève puisse s'auto-évaluer. Un élève ne peut pas s'auto-évaluer à partir de rien. Donc, pour faire des tâches complexes, l'idée, c'est vraiment de partir de l'existant, notamment de ce qui peut exister dans les manuels, et de chercher à le faire évoluer. Alors, je vous donne un exemple personnel qui va nous permettre aussi de parler un petit peu de numérique. Chapitre sur les volcans, on est en 4e. Les élèves savent déjà qu'il y a 2 types de volcans, et ils connaissent les caractéristiques de chaque volcan. Voilà. Ce qu'on cherche à comprendre maintenant, et le problème scientifique qu'on va poser, c'est comment expliquer que certains volcans sont effusifs et d'autres volcans sont explosifs. Donc, classiquement, les élèves arrivent dans la salle, ce que je vous ai mis en haut, attention, dans 55 minutes ça sonne. Alors quand je dis 55 minutes, le temps d'enlever les casquettes, les chewing-gums, de sortir les affaires, etc., il reste pas 55 minutes. Mais l'élève arrive et en général, il a un protocole. Il s'assoit, il va faire le protocole étape par étape. Donc là, l'idée, je vous le dis d'un point de vue scientifique, quand vous mettez de la purée fluide, vous obtenez une coulée de purée. Si vous mettez de la purée visqueuse, les gaz s'accumulent et vous obtenez une explosion. Voilà. Mais donc, il a le protocole. On lui fait un schéma pour être sûr qu'il ne se trompe pas de zone, on lui dit schématiser, quand concluez-vous, etc. Et en fait, là, l'élève ne prend aucune initiative. Il est vraiment l'opérateur de la pensée du prof. Tant et si bien qu'à la fin, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel a été leur travail intellectuel? Est-ce qu'on a laissé la place de l'erreur, ce qui est fondamental en sciences? Est-ce qu'il y a eu un travail de groupe? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Très honnêtement, vous avez peut-être des souvenirs comme ça dans votre scolarité, mais quand c'est ce type de protocole, intellectuellement, si l'élève avait fait des crêpes, il aurait eu le même type d'activité intellectuelle. Voilà, donc l'idée c'est on part de l'existant et on cherche à le faire évoluer. Donc, demandez-vous aussi, un élève comme ceux qu'on a vu en début de formation, qu'est-ce qu'il aurait appris? Lui, en rentrant à la question qu'est-ce que tu as fait à l'école, il n'aurait pas dit j'ai fait un TP sur les volcans, il aurait dit j'ai fait un TP purée. J'ai fait un TP purée. Donc, voilà une illustration, donc ce n'est pas un exemple, dans le sens ce n'est pas un modèle, mais voilà un exemple de classe inversée. L'idée de la vidéo que vous allez voir, c'est que avant d'arriver en cours, les élèves ont commencé à réfléchir et viennent avec des propositions de protocole. L'idée, c'est vraiment qu'ils soient acteurs de leur protocole.
Une éruption volcanique a fait au moins 30 morts au Japon entre hier soir et ce dimanche. Le mont Otake est brusquement entré en activité. La plupart des victimes, des randonneurs qui se trouvaient sur les pentes du volcan au moment de l'éruption, ont péri asphyxiées. Elles ont été retrouvées par les sauveteurs, selon leurs termes, en état d'arrêt cardiaque. Plusieurs touristes ont pu heureusement se réfugier dans des refuges où ils ont passé la nuit, mais beaucoup d'autres sont toujours portés disparus. Le bilan pourrait donc gravement s'alourdir. Donc voilà le document qu'ils ont également pour accompagner l'activité. Donc on va retrouver ici des compétences du socle avec 4 niveaux d'évaluation. Je vous invite vraiment à mettre 4 niveaux parce que c'est ce qui est attendu dans le LSU, le livret scolaire unique. On va avoir du coup réfléchi un peu également à l'organisation du travail de groupe et on va avoir prévu des aides. Alors il y a 2 capsules d'aide, je ne vous en passer qu'une, mais voilà, les aides coup de pouce. Les élèves qui ne trouvent pas, on va leur apporter l'aide pour les débloquer pour qu'à la fin de l'heure, ce soit fait. Au final, on a des élèves qui ont proposé, on a des élèves qui ont échangé, et en tant que professeur, on a gagné du temps du fait de faire commencer l'activité intellectuelle en amont. Et grâce au temps économisé, eh ben, on va pouvoir
leur demander de s'auto-évaluer sur les compétences qui ont été mises en œuvre lors de l'activité. Comme on a gagné du temps, on va pouvoir, alors c'est important en sciences, faire la différence entre le modèle, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec de la purée, et la différence avec la réalité, que ce soit au niveau donc nature du composé éruptif, lave d'un côté et purée de l'autre, la température, l'échelle de taille et l'échelle de durée. Donc là, on fait preuve d'esprit critique, donc on mobilise bien une attitude. Et grâce au temps économisé, donc mes élèves ont des tablettes, hein, c'est pour ça qu'ils peuvent générer les vidéos. Le compte rendu de TP, eh ben, on va pouvoir le faire directement sur la tablette, où on va voir les différentes étapes de la démarche d'investigation et où ils pourront intégrer les photos réellement obtenues à partir de leur expérience. Voilà. Dernier petit point, quelques extraits. Donc là, on est toujours dans un peu l'aspect numérique de cette formation. Vous avez vu là 2 types de capsules. La capsule que l'élève regarde avant de venir à la séance, c'est ce qu'on appelle la classe inversée. Des capsules qu'il peut regarder pendant la séance, ce sont les aides coups de pouce de la tâche complexe. Et il y a aussi des capsules que l'élève peut regarder une fois la séquence d'apprentissage terminée, pour préparer l'évaluation. Là, l'idée, il y avait une dimension sociale à travers ce travail, c'est pour ces élèves qui sont seuls à travailler à la maison. On sait qu'il y a une injustice sociale par rapport à ça. L'idée, c'était d'essayer à travers cette vidéo de remplacer l'adulte qui n'est pas à côté de l'élève quand il travaille. Voilà un autre exemple d'utilisation possible du numérique. Bien, bonjour à tous. Nouvelle vidéo pour vous aider à préparer le contrôle qui arrive sur le chapitre 2, les volcans. Pour suivre cette vidéo, tu prends à côté de toi ton classeur avec toutes les activités, avec le cours, ainsi que ton livre. On va revoir ensemble l'ensemble de la séquence. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo quand tu as besoin de prendre tes feuilles. Si tu as besoin de réécouter la vidéo, pareil, n'hésite pas. Donc, la première activité de ce chapitre, nous sommes allés à la découverte des 2 types d'éruptions volcaniques. Nous avions à disposition donc une première vidéo qui vous montre l'éruption d'un volcan effusif, le Piton de la Fournaise. Donc, tu avais également à disposition les documents du livre. Donc, à l'aide de cette comparaison, première colonne, volcan effusif, deuxième colonne, volcan explosif. Donc, pour ce faire, nous avons mis en œuvre la démarche expérimentale, qui est un ensemble de 7 étapes qui est nécessaire pour résoudre un problème, à l'aide d'une expérience. Je te demande d'être capable de me citer ces 7 étapes. Donc, d'abord, d'un point de vue théorique, je vais reprendre avec toi la fiche méthode. On commence par les données initiales. En vidéo, voilà ce qu'on avait obtenu lors de notre manipulation. Donc, dispositif avec de la lave fluide. On voit déjà que quand il n'y a pas de gaz, la lave ne monte pas. Et c'est quand il y a du gaz que la lave va commencer à remonter. Voilà. Donc, pour terminer cette vidéo, la fiche réussite pour le contrôle qui vient. Je vais te laisser la lire en détail, mais vraiment, en termes de connaissances, être capable de présenter avec un texte un volcan effusif. Alors pour terminer, vous voyez que quand on va faire une tâche complexe, on va essayer de créer une situation déclenchante, si possible, qui puisse être motivante pour l'élève. Cette espèce d'habillage qui va nous permettre de lui faire gagner en motivation. Donc je vais vous passer cette courte vidéo qui va vous faire sourire, mais pour vous montrer que il ne faut pas que ces éléments de contextualisation deviennent des éléments tellement distracteurs pour les élèves que ça devienne en fait le cœur de l'activité. C'est-à-dire qu'au lieu, là, vous allez voir dans la vidéo, de faire un exercice de maths, toute l'attention des élèves ne sera posée que sur l'élément distracteur. Bonjour les enfants, mon nom est Madame Duguay et c'est moi qui vais être votre professeur cette année. Alors pour commencer la journée, on va se réchauffer avec des petits exercices de mathématiques. Arrêtez-moi ça tout de suite, là. Vous allez voir, c'est un problème simple. OK? Concentrez-vous bien. Marie a 6 pommes. Si Paul lui prend 2 pommes, combien restera-t-il de pommes à Marie?
Oui, Gabriel? Ben moi, j'ai une question. Pourquoi pas lui prendre les pommes à Marie? Ouais, c'est vrai ça, pourquoi, hein? Pourquoi? Ouais, c'est vrai, pourquoi, hein? Ah, ben ça, c'est pas important, là. Concentrez-vous juste sur le problème. Ben, d'après moi, c'est ça le problème. Hey, Paul, c'est un piqueur de pommes. Piqueur de pommes, piqueur de pommes, piqueur de pommes. Non, c'est parce que vous comprenez pas, là. Gars, imaginez-vous que Paul et Marie sont de très bons amis. Paul a fait ça juste pour rire. Ben voyons donc, y a rien de drôle là-dedans, là. Tout le monde sait ça, c'est contre la loi de voler les biens d'autrui. Ah, regarde, c'est juste une histoire pour illustrer un petit problème de mathématiques, là. Fais juste 6 moins 2, OK? Ça fait 4, ça fait 4. Non. C'est pas juste un petit problème de mathématiques, ça. C'est un grand problème de comportement, puis ça ronge notre société. Fait qu'on commencera pas à tolérer ça, là. Dans mon livre à moi, Paul, c'est un voleur, puis faut qu'il aille en prison. Faut qu'il aille en prison. Écoutez, les enfants, là, on peut pas envoyer Paul en prison. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que Paul, il existe pas, OK? Je l'ai inventé, là. Il existe pas. C'est une petite histoire, c'est tout. Il n'y en a pas de Paul. Ah, ouais? Ben là, si Paul n'existe pas, là, c'est qui a volé les pommes de Marie, d'abord? Hein? Ouais, c'est vrai, ça, c'est qui, hein? C'est qui? Oh boy. Je pense que l'année va être longue. Puis à part de ça, là, je pense à ça. T'étais où, toi, quand c'est arrivé? Hein? T'as-tu un alibi, là? Parce que t'en parles pas mal comme de cet état-là, tu sais. Check dans sa sacoche, sont là, les pommes mousquées. En tout cas, compte-toi chanceuse d'être sauvé par la cloche. Parce que c'est toi qui fais numéro 1 dans cette histoire-là. Non, c'est que j'ai mis le Valium, moi, là. Puis pense pas te pousser pendant la récréation, parce que moi, j'ai pas fini avec toi. L'enquête ne fait que commencer. C'est louche ton affaire. Maudite caisse de pommes.